Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo consacrée à la consignation. Pourquoi mettre en place des règles de consignation sur les équipements? Nous allons illustrer par une situation. Hugo, salarié d'une entreprise d'électricité et dûment habilité, procède à la recherche d'une panne. Il consigne l'équipement visé et procède au retrait du fusible de cet équipement. Une rondelle passe derrière le plexiglas de protection et tombe sur la barrette sous tension, ce qui provoque un arc électrique. Hugo, non équipé de gants ni de visière, est projeté et brûlé au bras et au visage. Conséquence pour lui, brûlure au visage, brûlure à la main et au bras. Que nous montre cet exemple? Deux choses. La première, c'est que Hugo pensait avoir consigné correctement son équipement. Or, ce n'était pas le cas. De plus, il n'a pas pris les dispositions élémentaires de sécurité en ne s'équipant pas des équipements de protection individuelle. Donc, pourquoi consigner des équipements? Tout d'abord, pour protéger les personnes qui interviennent sur un équipement afin d'être certains de l'absence d'énergie, telles que les énergies électriques, fluidiques, chimiques ou mécaniques. Les accidents liés à une absence de consignation ne sont pas nombreux, mais ont des conséquences très graves. En conclusion, la consignation est une étape essentielle au travail, mais pas seulement au travail, également à son domicile. Quelles sont donc les principales énergies que l'on peut rencontrer sur des équipements et les risques associés? Nous avons tout d'abord l'énergie électrique, sous forme de conducteurs, de batteries, de condensateurs. Le risque principal étant bien entendu l'électrisation, voire l'électrocution. Nous pouvons aussi rencontrer des énergies thermiques sous forme de chaleur qui entraînent principalement des brûlures. Bien entendu, il y a également l'énergie mécanique sous forme d'énergie cinétique ou d'énergie potentielle dont les risques vont se traduire par des coincements, des écrasements, des chocs ou des coupures. Un autre risque présent sur les équipements concerne l'énergie contenue dans les fluides. Les risques encourus sont une combinaison des risques mécaniques, thermiques, principalement. Nous pouvons être aussi amenés à manipuler des produits chimiques ou des substances biologiques actives. Les risques encourus sont des risques toxiques, biologiques ou liés aux propriétés particulières du produit, par exemple propriétés inflammables. Et enfin, dans certains cas particuliers, nous pouvons être soumis à des rayonnements ionisants, comme par exemple lors de contrôles radiographiques, qui là vont exposer l'utilisateur à des risques externes par irradiation. Tous ces risques peuvent donc présenter des blessures irréversibles, voire mortelles. Donc, toutes ces sources d'énergie doivent être consignées avant une intervention. Énergie électrique, énergie mécanique, énergie hydraulique, énergie pneumatique, énergie liée au fluide, énergie liée au rayonnement ionisant, et sans les oublier, les énergies résiduelles, qui sont par exemple les énergies stockées dans une batterie ou un condensateur. Avant toute intervention, je dois vérifier les consignations avant de travailler sur un équipement, électrique, énergisé ou sous pression. Rappelons que la consignation protège les personnes et les équipements contre les conséquences liées à l'électricité, à l'énergie mécanique, à la pression. Lors de l'intervention, porter tous ces EPI est obligatoire. Les EPI sont la dernière barrière qui vous protège du risque électrique. Les EPI doivent être en bon état. Ensuite, je dois vérifier l'absence d'énergie avant de débuter ma tâche, afin d'être certain de l'absence d'énergie, comme l'énergie électrique, l'énergie fluidique, chimique et mécanique, et s'assurer que le kit de secours aux électrisés est disponible. Ce kit est composé, pour la personne éventuelle qui viendra porter secours, d'une paire de gants isolants, d'un tapis isolant, d'une perche isolante et d'un tabouret isolant. Une affiche de sécurité avec la conduite à tenir en cas d'électrisation doit également être présente. Surtout, ce que je ne dois pas faire.
je ne dois pas travailler sur des systèmes énergisés. Il faut, par sécurité, vérifier toujours l'absence d'électricité, d'énergie mécanique, d'énergie de pression. Dans les cas très particuliers où il faut réaliser des travaux sur des systèmes énergisés, il faut le faire avec un permis de travail dédié. Et dans ce cas, la consignation sera intégrée dans le permis de travail et je ne peux pas intervenir sans autorisation préalable. Que dit la réglementation à propos de la consignation? C'est l'article R233-29 du Code du travail concernant la séparation des énergies. Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles, permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en œuvre de moyens tels que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation. La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément sans que puisse être compromis la sécurité des travailleurs. Enfin, lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en œuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs. Pour qu'une tâche puisse être réalisée en toute sécurité, la consignation doit être efficace. Pour cela, 5 étapes indispensables sont à réaliser. Premièrement, la séparation des énergies. Deuxièmement, la condamnation des énergies. Troisièmement, la dissipation des énergies résiduelles ou accumulées. Quatrième étape, l'identification des vérifications à réaliser. Et enfin, la vérification d'absence d'énergie. L'étape préalable à toute consignation consiste à identifier les parties à consigner et les sources d'énergie. Donc, en amont et en aval de l'équipement sur lequel est prévue une intervention, il va falloir faire l'inventaire des équipements à consigner et se poser toujours les mêmes questions. Y a-t-il des équipements alimentés électriquement? Y a-t-il des équipements sous pression d'air ou sous pression d'huile? Y a-t-il des risques de chute de matériaux ou d'objets? Ensuite, avant toute consignation, il va être nécessaire de vérifier et de s'équiper des EPI. Pour le risque électrique, ce sera un masque facial anti-UV, des gants isolés, un casque éventuellement, de l'outillage isolé et un tapis isolant. Pour le risque chimique, on s'équipera de bottes, d'un masque à gaz, de gants nous protégeant des produits chimiques et d'accessoires anti-pollution. Pour une consignation mécanique, nous nous équiperons de chaussures de sécurité, de gants type gants de manutention, d'un casque et de lunettes. Analysons maintenant les différentes étapes de la consignation. La première étape concerne la séparation des sources d'énergie. Il faut agir sur l'organe de distribution de la puissance énergétique et non sur sa commande. Attention, une règle de base, actionner un arrêt d'urgence n'est pas une consignation. Donc, sur le panneau de commande devant nous, appuyer sur l'arrêt d'urgence ou sur le bouton arrêt ne consiste pas à faire une consignation. Par contre, agir sur l'interrupteur sectionneur va permettre de couper la source d'énergie. Au niveau de l'énergie électrique, la séparation peut être assurée par un sectionneur équipé de contacts de précoupure, un interrupteur sectionneur, un disjoncteur possédant la fonction de sectionnement, une prise de courant pour une intensité inférieure ou égale à 16 ampères et une puissance totale inférieure à 3 kW.
En ce qui concerne les énergies pneumatiques et hydrauliques, la séparation peut être assurée par un robinet, une vanne, un distributeur à commande manuelle. En pneumatique, un raccord rapide peut être utilisé au même titre que la prise de courant en électricité pour des machines de faible puissance. Deuxième étape de la consignation, la condamnation des énergies, qui consiste à condamner tous les équipements qui pourraient se remettre en service. La condamnation doit être efficace, réalisée avec des cadenas spécifiques. Au niveau de la dissipation des énergies résiduelles, on distingue l'énergie électrique contenue dans les batteries ou les condensateurs, l'énergie pneumatique qui pourrait être contenue dans des canalisations, des vérins ou des réservoirs, l'énergie hydraulique contenue dans des accumulateurs, l'énergie liée à d'autres fluides comme des gaz ou de la vapeur ou de l'eau surchauffée dans des canalisations ou des réservoirs. En ce qui concerne l'énergie mécanique, elle peut se présenter sous diverses formes. Cela peut être l'inertie d'un élément en rotation, un ressort, des masses suspendues ou des liaisons réversibles qu'il conviendra de dissiper ou de retenir. Peuvent également exister des énergies liées aux produits chimiques, biochimiques, au rayonnement ionisant. Certaines énergies peuvent avoir un temps de dissipation élevé. C'est le cas principalement de l'énergie thermique. Elles peuvent nécessiter d'être retenues ou confinées et non dissipées. La dissipation des énergies accumulées consiste principalement à purger les accumulateurs hydrauliques, à vidanger les réservoirs d'air comprimé et éventuellement les canalisations, ou à décharger les condensateurs. Il faut également tenir compte du déplacement possible par gravité de certains éléments, ce qu'on appellera l'énergie potentielle, de l'émission de jets de fluide sous pression lors d'une intervention sur des circuits hydrauliques ou pneumatiques restés en charge, du contact avec des pièces restées sous tension malgré la coupure d'alimentation en énergie électrique. C'est le cas, par exemple, dans certains systèmes de sauvegarde pour des éléments électroniques. Il faudra bien entendu réaliser une analyse des risques précise pour prendre en compte ces énergies à dissiper ou à retenir. Afin de prévenir les risques de déplacement par gravité de certains éléments, il faut mettre à disposition des travailleurs des moyens tels que des chandelles suffisamment résistantes pour éviter la chute d'un élément de presse par exemple, des crochets et des alignes pour maintenir des charges, ou des écrans disposés localement pour éviter les projections de fluide ou le contact avec des parties restées sous tension. Nous pouvons voir sur ces deux images des éléments mis en place mécaniquement pour éviter la chute d'objets. Ici, une cale métallique, là, deux vérins de soutien pour éviter les chutes de charge. La quatrième étape de la consignation consiste à signaler et baliser la zone de travail. C'est l'identification. Mais cette identification consiste aussi à identifier les points où faire la vérification d'absence d'énergie. Pour cela, les schémas électriques, hydrauliques, pneumatiques, etc. sont bien entendu absolument nécessaires. Dernière étape de la consignation, la vérification de l'absence d'énergie. Elle peut se faire de façon visuelle et directe grâce à des manomètres par exemple, ou elle peut se faire avec des appareils spécifiques, comme ici avec un vérificateur d'absence de tension. La vérification d'absence d'énergie peut se faire éventuellement par un essai de remise en route, mais cet essai de remise en route ne dispense pas l'étape précédente qui est la vérification d'absence d'énergie avec de l'outillage spécifique. Rappelons des règles essentielles. Lorsque vous condamnez un appareil, pensez toujours à le cadenasser. Il en va de votre vie. Il existe des procédures
un peu plus spécifiques, comme la procédure lockout-tagout ou procédure LOTO. Donc, vérifiez toujours l'absence d'énergie avant de débuter une intervention de maintenance. Voici quelques exemples de consignation sur des armoires électriques ou des canalisations de fluide. Nous pouvons remarquer également que nous pouvons consigner, par exemple, des bouteilles de gaz ou des vannes qui n'auraient pas initialement de dispositif prévu pour être consignés. Veillez toujours à utiliser les bonnes pratiques. Dans le premier cas, nous constatons que l'armoire est ouverte. Même si les fusibles sont enlevés, il y a des pièces nues sous tension. Les fusibles sont laissés à disposition, n'importe qui pourrait les remettre, et il n'y a pas de signalisation. La bonne pratique de la consignation consiste à fermer l'armoire, à voir la position du sectionneur en position ouverte, la pose visible du cadenas de condamnation et une signalisation sur le cadenas qui précise la date, l'heure et la personne qui a consigné. Une étape qu'il ne faut pas oublier concerne la déconsignation. Avant de redémarrer un équipement après une consignation, les étapes suivantes sont à suivre. S'assurer que les pièces non essentielles, par exemple les outils, ont été retirées de l'équipement. S'assurer que toutes les parties de l'équipement sont intactes. Vérifier la zone afin d'être certain que toutes les personnes qui sont intervenues sont positionnées en sécurité ou ont quitté la zone. Informer toutes les personnes concernées et le superviseur du site avant une remise sous énergie d'un équipement. Enlever les cadenas de consignation et remettre l'équipement sous énergie. Regardons quelques exemples de procédures de consignation, ici dans le cadre d'une intervention d'ordre électrique. La séparation va consister à ouvrir le disjoncteur Q00, la condamnation à cadenasser le disjoncteur Q00, l'identification à analyser la documentation technique, à vérifier les références et enfin à vérifier l'absence de tension. La vérification de l'absence de tension va se dérouler selon la procédure suivante. Vérification de l'appareil, toutes les LED doivent s'allumer. Vérification de l'absence de tension entre les trois phases et la Terre. Vérification de l'absence de tension entre le neutre et la Terre. Vérification de l'absence de tension entre les trois phases. Vérification de l'absence de tension entre l'aval neutre et la monphase. Et enfin, à nouveau, vérification de l'appareil. Voici l'exemple d'une chaîne d'alimentation en énergie électrique. La partie identification concerne donc l'analyse de cette documentation technique et donc du schéma. L'objectif étant de localiser les points de vérification d'absence de tension. Y a-t-il une possibilité de réalimentation de l'installation? Non, il n'y a qu'un seul disjoncteur Q00. Y a-t-il de l'énergie électrique emmagasinée? Il y a une alimentation secourue à 1, mais il n'y a pas de modulateur d'énergie, comme des condensateurs. Donc, il va falloir vérifier l'absence de tension en aval du sectionneur Q00 et en aval de l'alimentation secourue. Voilà les différents points de test sur lesquels nous devrons faire la vérification d'absence de tension. Dans le cadre d'une intervention d'ordre non électrique, il faudra donc toujours repérer l'équipement à consigner et repérer les organes de séparation.
Malgré tout, il faudra toujours réaliser une consignation électrique, séparation, condamnation, identification, comme vu précédemment. Mais de plus, sur l'installation pneumatique, par exemple, il faudra analyser la documentation technique pour voir où se situent le ou les organes de coupure. La séparation va consister à fermer la vanne générale et à purger le circuit. Et enfin, la condamnation à cadenasser la vanne. Au niveau mécanique, il va falloir analyser la documentation technique du système afin de condamner, par exemple, les énergies potentiellement mécaniques. Donc, première étape de la consignation électrique. Nous allons analyser la documentation technique pour déterminer ou effectuer la vérification d'absence de tension. Nous vérifions l'absence d'énergie électrique emmagasinée. Ici, pas de possibilité de réalimentation, il n'y a qu'un seul disjoncteur. Pas d'énergie emmagasinée, pas d'alimentation secourue, pas de modulateur d'énergie. Donc, il n'y a qu'un seul sectionneur, c'est SQ1. La vérification d'absence de tension se fera en aval de SQ1. Prenons en compte maintenant la partie pneumatique de l'équipement. Nous allons donc passer à la partie identification grâce à l'analyse de la documentation technique, l'objectif étant de localiser sur le schéma la vanne d'isolement. La vanne d'isolement se trouve à ce niveau. Donc, c'est cette vanne qu'il faudra ouvrir et condamner en position ouverte. Résumons par cette bande dessinée les 7 étapes de la consignation. Donc, une défaillance se produit sur un équipement. La production remet à la maintenance l'équipement pour qu'il puisse intervenir. Première étape, analyse des risques liés à l'intervention. Deuxième étape, séparation des énergies. Troisième étape, condamnation des énergies. Quatrième étape, dissipation ou rétention des énergies résiduelles. Cinquième étape, vérification de l'absence d'énergie. Sixième étape, identification sur l'équipement de la personne qui a réalisé la consignation et balisage de la zone de travail. Enfin, notification sur le cahier de consignation de la tâche réalisée. Quand l'intervention est terminée et la machine déconsignée, la maintenance remet la machine à la production. Dans le cas d'une procédure loto, c'est sensiblement la même chose. Il faut préparer l'arrêt à l'équipement, c'est-à-dire principalement toujours l'analyse des risques. Ensuite, avertir tous les employés concernés que l'on va intervenir sur l'équipement. Arrêter de façon normale l'équipement. Isoler le système des sources d'énergie dangereuses. Dissiper les énergies résiduelles ou stockées. Procéder à la consignation et à la signalisation. Et enfin, vérifier l'absence de toutes les énergies. Cette capsule vidéo est maintenant terminée. À bientôt pour une autre capsule.